publié aux éditions C3 un recueil succulent qui a pour titre Réveil strident. Recueil qui a été présenté à Livre en Folie cette année en Haïti. Il y a de cela quelques mois. Ça? Mais avant d'introduire votre recueil au grand public de Boston, parlez-nous un peu de vos parcours. Alors, je suis Muriel Ludmille-François Ligotte et je suis une haïtienne, mort du deuil. Donc, je dessine, peins et écris depuis mon adolescence, mais il y a peu de temps que j'ai décidé de m'investir, de me faire partie du monde de l'art, en commençant évidemment par l'écriture. Donc, je suis nouvelle et je me lance à peine. Okay. Donc, on va rentrer de plein pied dans le livre. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se cache derrière le titre Réveil strident? Alors, ce qui m'a motivé à écrire, c'est l'envie de me motiver d'abord aussi. Je voulais me motiver. Et certaines fois, pour me remonter le moral, j'écrivais. Et l'envie a grandi et j'ai voulu aussi motiver les autres. Les inciter à franchir les barrières, à se dépasser et à s'inventer, se réinventer et à donner beaucoup à leur imagination, à rêver et à croire en leurs rêves. Et Réveil strident, c'est comme une alarme. Et il aide à une prise de conscience. Et il est là pour aider les gens à apprendre à se connaître, à connaître leurs forces, leurs faiblesses. Et surtout à se rendre compte de l'extraordinaire potentiel que nous avons en nous. Ok. Votre recueil s'ouvre sur un texte dont le titre ne laisse pas prévoir le fond. Il s'agit Après, ils feront la guerre, qui se trouve à la page 11. À première vue, l'on a l'impression de se retrouver en face d'un texte politiquement engagé, tandis que dans le fond, c'est un texte profondément érotique. Comment expliquer ce contraste? Alors, après ils font la guerre, c'est surtout pour mettre l'accent sur la nécessité de savoir saisir les meilleurs instants d'abord et de saisir l'opportunité de pouvoir satisfaire le désir, de combler son cœur, de faire les choix qui apaiseront son âme. Parce que pourquoi laisser des querelles ou des conflits nous empêcher de faire perdre des moments une chose qui pourrait être précieuse pour nous? Pourquoi chercher le regret? Donc souvent, lorsqu'on se laisse aller, lorsqu'on on se donne entièrement, quoi. Justement, qu'on apaise son esprit, qu'on a le bien-être. Donc même si on doit prendre une décision, les solutions deviennent moins sanglantes que si on restait sur le qui-vive, on se retenait ou on bridait ses sentiments. Mais tout ça, c'est la théorie autour du texte. Mais je veux, pour nos auditeurs, savoir le fond même de ce texte, qui est, comme je disais, qui est foncièrement érotique. D'où vient cette couverture? Les explications données sont plausibles, sont vraies, quoi. Mais quand je dis que c'est érotique, je suis certain que nos téléspectateurs attendent de savoir qu'est-ce qui se cache dans ce texte. Tu vois, c'est comme un suspense. Est-ce que vous ne voulez pas nous partager avec nous ce suspense en lisant peut-être une petite partie du texte qui se trouve à la page 11? Oui, définitivement. Le suspense risque de rester. Donc, alors, un regard, les frémissements des lèvres, un tambour ancestral qui martèle les tépans, révélant une envie instinctive. Qui sont-ils pour repousser un sentiment puissant, indomptable?
Pourquoi jouer à l'auto-hypocrisie? Qu'est-ce qui les empêche de succomber au moins une fois à l'appel de leur sens, sans aucune pudeur? Après, ils font la guerre. Un très beau texte. J'ai également remarqué dans Réveil strident qu'il n'y a pas que des textes uniquement basés sur l'amour. Il y a aussi des textes à caractère, je dirais, philosophique, comme par exemple Désolation, Prison, Poison, Nuance, Juge, pour ne citer que cela. Parlez-nous-en. Alors, Réveil strident, les textes de Réveil strident sont faits pour porter le lecteur à se questionner et à apprendre à mieux se connaître, à savoir où il va. Par exemple, pour Désolation, Paul explique ce qui arrive lorsqu'on oublie de se battre pour ses rêves, lorsqu'on se laisse submerger par la négativité, par la détresse. Et Prison Poison nous dit qu'il faut apprendre à ouvrir les yeux et à chercher à mieux comprendre les choses. Et Nuance qui te demande d'avoir une autre perception de la vie, à voir le monde avec un autre regard, un regard neuf. Et Juge qui te dit qu'il faut être tolérant, il ne faut pas juger, il ne faut pas juste se permettre de juger les gens. Il faut accepter les différences et vivre avec les différences. Ils n'aiment pas les différences, ils préfèrent que tout soit uniforme. Donc, comme ils ont peur des différences, pourtant la différence, c'est une bonne chose. C'est pas souvent. Souvent, on ne voit pas la différence, c'est pas évident, mais la différence, c'est une bonne chose. Comme le dit si bien un de mes textes qui s'appelle Être différent, il te dit que, et il y a un extrait qui dit, je vais le lire pour vous. Alors, il te dit que être différent, c'est vivre sa propre histoire, c'est être sa propre lumière, c'est être fort de ses convictions, c'est être une exception, c'est vivre en harmonie avec soi-même. Donc là, on te dit qu'il faut avoir confiance en soi, accepter ces différences, les faire profiter aux autres. Commencer par s'accepter en tant qu'être humain unique et différent, déjà c'est le grand pas pour savoir accepter la différence des autres. J'ai également noté que la religion, n'est-ce pas, couvre un autre aspect de votre ouvrage. Seriez-vous religieuse, croyante? Je crois que il y a un architecte, de l'univers. Je crois qu'il y a une énergie unique, une énergie de laquelle nous sommes issus et dont nous faisons partie. Et les religions sont multiples et chaque personne a sa propre croyance. Donc si vous avez votre religion et que vous êtes bien là-dedans, vous y croyez, alors je ne peux que vous encourager à ne pas laisser quelqu'un vous influencer. Le libre arbitre, c'est ça? Oui. Donc, dans l'un de vos textes qui a pour titre Perdu, à la page 107, je crois, vous écrivez ceci. Je veux bien abandonner la route de ma peine, car les larmes n'ont plus de sens lorsqu'elles perdent leur fondement. Je veux enfin quitter la venelle du cauchemar, mais la couardise des poltrons m'enchaîne à l'habitude de l'horreur. Le scepticisme d'un bonheur sans heurts tord mes boyaux, paralysant mon courage. La mort est préférable à la vie. C'est un texte, je l'ai lu et le relu, et à mon avis, est-il juste de dire que vous exprimez ici des idées morbides, c'est-à-dire capables même de causer du tort? Non, pas du tout. Là, ce texte parle de l'envie de laisser un état dépressif. Donc, il parle de la peur qui
empêche de franchir cette étape-là. Et aussi du doute qui fait stagner, qui empêche d'avancer. Là, ici, la mort est préférable à la vie. Ce n'est pas une mort physique. C'est la mort de cet état d'esprit, parce que vivre avec un tel état d'esprit, ce n'est pas vivre. On ne sera pas heureux, on n'avancera pas. Là, mourir, ça veut dire que il faut laisser aller, il faut détruire cette façon de penser. Il faut renaître pour pouvoir avancer, pour pouvoir être heureux et trouver sa voie. Wow. Mais pensez-vous que vos lecteurs vont faire la différence? Parce que le texte est clair. Ok? La mort est préférable à la vie. Donc, je me suis dit, est-ce qu'elle est en train de faire l'apologie du suicide, quoi? Non, pas du tout. D'ailleurs, à la fin du texte, le lecteur est supposé, ça c'est juste une partie, c'est un extrait, c'est juste un paragraphe. Donc, en continuant la lecture, à la fin, il est supposé se ressaisir, mais pas s'adonner et voir que c'est cette façon de penser-là qui n'est pas bien. Cette façon de penser-là ne me mènera nulle part. Au contraire, cette façon de penser va m'anéantir. Donc, c'est une façon un peu dure de pousser la personne à se ressaisir. Parce que, en fait, on a tous peur de mourir. On veut vivre, on veut être heureux. Donc, lorsqu'il voit ça, il me dit, bien, je m'accable moi-même. Donc, c'est vrai, je dois changer, je dois avancer, je dois avoir une autre vision des choses. Je dois vraiment me recréer pour voir où je peux aller, jusqu'où je veux arriver. Il y a un autre texte qui est tout aussi révélateur, c'est celui intitulé « Positivement négatif ». C'est le titre. Et ça se trouve à la page 111, dans lequel vous dites ceci: « Je suis mon meurtrier, je me suicide ». Voilà le mot. Avec une furieuse patience, je suis tellement aveugle et sourd à toute positivité que c'en est pathétique. Je me sens lamentable, mais je suis incapable d'ouïr autre chose que la déprime que je m'efforce de rendre collective, afin de mieux me saouler à l'opium de la négativité au point de devenir morbide. Encore une fois, le mot morbide. Donc, je sais que vous allez nous apporter quelques lumières là-dessus, mais j'aurais pu classer ces deux textes dans les annales de la poésie à l'eau de rose. Quelqu'un qui rêve et qui dit des choses. Cependant, les sujets qui y sont développés sont trop sérieux pour moi pour les classer dans une telle catégorie. Quelle est la raison, selon vous, qui vous a poussé à cette réflexion? J'ai fini par me rendre compte que lorsqu'on se laisse submerger par la tristesse, lorsqu'on cultive des idées noires, des idées négatives, on se suicide, on se détruit. On éloigne tout le bonheur, on éloigne la joie. Parce que lorsqu'on est malheureux et qu'on se morfond dans ce malheur, dans cette peine, et le malheur attire le malheur, ça veut dire que on veut rester là à s'apitoyer sur son sort. De ce fait, vous faites fuir les gens aussi, parce que vous dégagez des zones négatives, donc ça n'attire pas, c'est pas attirant. Donc ça pousse à les écrire pour pousser les gens à savoir que il faut pas, si quelque chose de mal, de douloureux arrive, c'est une étape. Il faut savoir se relever, la franchir et avancer. Parce qu'il faut savoir que la positivité,
c'est une clé universelle qui ouvre des portes vraiment insoupçonnées. Ça permet d'aller très loin, de s'élever et de réussir. Donc c'est tout ça qui m'a poussé à, ces réflexions-là m'ont poussé vraiment à mettre sur papier, c'est vrai, il y a des mots qui sont durs, c'est une façon de, c'est un réveil douloureux, mais au moins à la fin, si on lit le texte et qu'on se met à la place, par exemple à ma place, à la place du narrateur, on dit, ça c'est moi, je dois faire autrement, je dois agir autrement, je dois me reprendre en main. Je comprends. Donc, dans votre texte intitulé « Malade », vous semblez aborder de plein fouet les hypocrisies des hommes et des femmes d'Haïti, mais aussi des femmes et des hommes de tous les temps et de tous les pays, quoi. Est-ce vrai ce que je vais dire? Et malade ne parle pas vraiment des hommes et des femmes d'un pays en particulier. Et il est vrai, il parle des humains en général, de notre nature. Et nous avons nos bons côtés et nos mauvais côtés, mais il est vrai que la nature humaine n'est pas, je pourrais dire, ce qui est de, n'est pas parfaite, elle n'est pas loyale. Nous ne connaissons pas vraiment ce que c'est l'amour désintéressé. C'est devenu chose courante maintenant, qu'on donne la main, qu'on sourit avec quelqu'un et puis on cache derrière son dos une massue pour l'assommer à la minute d'après, juste pour une opportunité ou autre chose. Donc, nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes, nous ne sommes pas honnêtes avec les autres. Donc, nous prenons le mal et plaisir à nous autodétruire pour n'importe quoi. Donc, je pense que si les hommes, tout le monde, pouvaient prendre conscience de ça, que le monde vraiment irait beaucoup mieux. Et considérant la situation en Haïti, par exemple, où les gens ne font pas confiance, les gens ne font pas confiance aux autres, est-ce qu'on peut dire que ce texte traduit cet état d'esprit, traduit ce qui se passe actuellement dans le pays? Est-ce qu'il y a un rapport entre le vécu haïtien et le texte? Et on pourrait l'assimiler à la situation, mais le texte n'a pas été écrit à cause de la situation, parce que le texte englobe l'humain en général. On peut certainement l'appliquer à une situation à une autre, à un pays ou à une société à une autre, mais ça ne parle pas précisément d'un pays, d'un État, ça parle de nous. Je disais tantôt que votre ouvrage s'ouvre sur un texte érotique. Et dans Interdit, c'est un texte qui m'a beaucoup attiré quand même, qui a attiré mon attention. Et dans Interdit, je crois me retrouver dans l'ouvrage de Paulo Coelho, quand bon, c'est pas lui quand même, c'est le narrateur, mais la narratrice qui, n'est-ce pas, qui expliquait en quelque sorte ses ébats. Et c'est à peu près le même mécanisme, je dirais, dans ce texte qui s'intitule Interdit. Pouvez-vous nous dire plus? Alors, l'Interdit, le narrateur est un jeune homme. Et c'est un jeune homme qui a fini par découvrir qu'il ne faut pas attendre son bonheur, il ne faut pas attendre les choses, il faut aller à leur recherche. Il faut savoir mettre un pied devant l'autre et dire je vais faire ce que je crois être bon pour moi. J'ai un texte qui s'appelle Attente. Et je vais vous lire un extrait. Attente. Là, il dit les secondes,
les minutes et les heures s'écoulent indubitablement. Peu importe comment, ils passent incontestablement, ce qui signifie que les années de ta vie fuient vers une fin certaine. Et toi, tu restes là, figé, dans le tourbillon des attentes, à attendre encore et encore. Ça veut dire que, et lui, ce jeune homme-là, il n'a pas voulu perdre son temps à attendre. Il a compris que les choses ne viennent pas. Je veux l'amour, je vais le chercher, il ne viendra pas à moi. Je veux le bonheur, je vais le chercher. Il faut savoir créer les opportunités, les trouver et les saisir. Sinon, à la fin du jour, on aura dit, ben, j'ai attendu, j'ai rien trouvé. Tu te demanderas, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu te diras, bon là, je suis resté à attendre. Mais à attendre quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez fini par réaliser à attendre? Donc, ce texte vous dit que vous devez vous lever, marcher, saisir votre bonheur, tracer votre voie, créer votre avenir. Et ainsi, vous vous dites, à la fin du jour, vous aurez dit, j'ai réalisé quelque chose de bien avec ma vie. Sur ce, je vais vous demander de nous dire, pour vos lecteurs, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont trouver de substance, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arrêter dans leur mémoire quand ils lisent votre ouvrage? Ils se seront posés des questions essentielles. Ils apprendront à se connaître et à réfléchir, à se regarder dans un miroir pour se dire, pour se demander qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire. Ils se rendront compte aussi qu'ils ont beaucoup de potentiel. Parce que il ne faut pas oublier que souvent la société nous met dans une cage et on te dit que tu dois suivre telle voie, mais ce sont des voies déjà tracées. Ça veut dire qu'ils ne t'encouragent pas souvent à faire quelque chose de nouveau. À sortir du cadre, à franchir les barrières. On te dit que tu as des limites, tu ne peux pas. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux tout ce que tu veux. Parce que nous sommes énergie. Donc, si tu veux réaliser quelque chose, il ne faut pas laisser les gens t'empêcher d'avancer. Il faut foncer. Et tu seras surpris de voir, je suis arrivé au sommet, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à pouvoir faire autant de choses. Donc, à la fin du livre, c'est vrai, il y a des textes qui vont peut-être froisser, mais c'est juste une façon de se réveiller. Alors, je veux donner une claque, une grande claque, pour sortir de l'état léthargique où tu étais, pour te lancer et pour commencer à avancer. Donc, est-ce que vous voulez vous arrêter là? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez vous arrêter là ou vous voulez continuer à produire des textes pareils? Bien sûr, je travaille déjà sur un nouveau recueil. Et parce que vraiment, je pense que nos jeunes, et surtout les jeunes de mon pays, ont besoin de beaucoup d'espoir, ont besoin de beaucoup d'encouragement. Parce que il faut qu'ils sachent que l'imagination, le rêve, ça conduit vers l'innovation. Donc, je veux continuer et je continue à faire rêver aussi parce que je ne vais pas me contenter d'écrire seulement des textes de ce genre. Je travaille sur un roman fantastique et aussi sur une collection de livres pour enfants. Donc, je veux continuer sur cette lancée parce que je pense que j'ai trouvé ma voie. Wow. Est-ce que dans votre ouvrage, vous avez un texte de prédilection, c'est-à-dire un texte que partout où vous allez, vous voulez bien que les gens soient mis au courant de ce texte, que les gens connaissent ce texte? Est-ce qu'il y a un texte en particulier dans le livre que vous aimeriez promouvoir en quelque sorte? Bon, mon texte préféré dans le livre, c'est Attente.
parce que moi, je l'ai écrit à un moment important pour moi. Et j'ai trouvé que c'était bien et vraiment c'est important. Je trouve que les jeunes devraient vraiment lire et essayer de l'appliquer. Je rappelle que votre ouvrage a été présenté à Livre en Folie. Et maintenant, vous êtes à Boston pour faire la promotion de l'ouvrage. Et je crois que dans les jours à venir, que MCTV va vous aider à faire une vente signature. Mais avant, d'abord, où peut-on trouver cet ouvrage? Bon, en Haïti, c'est disponible aux librairies en Astérix, La Pléiade et aussi à Citoyen Édition. Et vous pouvez toujours me contacter personnellement via mail sur le mludinfdgrotte pour pouvoir en acquérir un. Et je profite aussi pour inviter tout le monde à visiter mes pages Facebook et Instagram et afin de voir des extraits et des publications, il y a des posts que je fais tous les dimanches et apprendre un peu davantage sur l'ouvrage. Je sais pas, sur Amazon encore? Pas encore, mais on travaille afin de voir si c'est la possibilité d'avoir une version Kindle. Okay. Donc, je dirais pour les téléspectateurs que Réveil strident, à mon avis, est exceptionnel. Je l'ai lu. C'est un livre fascinant qui vous tient en haleine de la première jusqu'à la 4e de couverture. Je recommande vivement sa lecture à nos publics, à nos téléspectateurs. Donc, Madame Desgrottes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, à la prochaine. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. D'accord.